C'était l'occasion pour nous, par rapport au GNLP, de rendre un peu hommage à nos assistants, de montrer qu'effectivement, on est une petite communauté, une petite amicale de pêche de 150 personnes, donc pour proposer en tous les cas des activités de qualité tous ensemble. On va passer directement aux présentations. Nous avons la chance de vous proposer comme premier topic la transplantation par le docteur Hélène Franck, bien ça, de Liège. Et donc, je vais lui laisser la parole tout de suite. Bonjour à tous. Moi, je vais donc vous présenter 3 sujets de la transplantation. Tout d'abord, la place des inhibiteurs de la CLT2 en transplantation. Comme vous savez souvent, les mécanismes de 2022 pour la prise en charge de la santé diabétique avec une insuffisance rénale chronique sont en train de se rétablir. Et les inhibiteurs de la CLT2 vont être en première ligne de traitement avec la médecine de la prise en charge du diabète, les bons résultats et cardiaque, mais les médicaments ne sont pas recommandés encore en transplantation. Les patients greffés ont été exclus des grandes études et donc on ne connaît pas encore le risque des inhibiteurs de transplantation. Pourtant, il serait souvent très intéressant dans la prise en charge du diabète de transplantation et ainsi que améliorer la survie du traitement. Qu'est-ce qu'on craindrait avec les inhibiteurs de la SGLT2 en transplantation? C'est les mêmes effets secondaires qui ont été chez les reins natifs et surtout les infections pulmonaires, puisque des patients qui sont sous un traitement de suppresseur et ça a un dénervé qui seront efficaces chez les patients greffés. Et actuellement, la littérature est quand même pauvre chez les patients greffés. Il y a eu 9 études qui sont publiées à ce jour. Et 9 études publiées à ce jour qui concernent 186 patients. Et une seule étude a été randomisée et contrôlée. Et moi, ce que je vais vous présenter, c'est une étude qui nous a été montrée, une étude qui va être publiée prochainement sur 339 patients. Et donc, moi, ce que je voulais surtout vous présenter, c'est une étude qui va être prochainement publiée, qui concerne, c'est une étude qui a été réalisée en Espagne, donc c'est une étude qui est multicentrique, observationnelle, rétrospective, et qui visait à évaluer la sécurité des inhibiteurs de SGLT2, leur tolérance chez une cohorte de patients greffés et d'évaluer les données biologiques à 6 et 12 mois après l'instauration des inhibiteurs de SGLT2. Leur corps, c'est une cohorte de 339 patients, donc avec une moyenne d'âge de 61 ans. Les inhibiteurs de SGLT2, ils étaient introduits plutôt tardivement à la Grèce, à une de 72 mois. Le traitement immunosuppresseur était un traitement immunosuppresseur classique chez ces patients greffés. Il y avait 40% de patients diabétiques de type 2 et 60% de diabète post-greffe. Et le principal, c'était l'empagliflozine qui a été utilisé. Ce qu'ils ont montré, c'est 6 mois après l'introduction des inhibiteurs de SGLT2, il y avait une réduction significative du poids, ainsi que de la tension artérielle systolique et diastolique. Il y avait une majoration significative de l'hémoglobine, une diminution de l'hémoglobine glycosylée, de l'acide urique, une majoration du magnésium et une diminution significative du cholestérol total. Donc, globalement, des bons résultats au niveau métabolique. Au niveau de la GFR, 6 mois après l'introduction des inhibiteurs de la SGLT2, ils ont montré qu'il y avait une réduction significative de la fonction rénale à 6 mois sous inhibiteurs de la SGLT2, mais c'était que moins 2 ml par minute. Donc, ça passait très significatif sur le plan clinique. En termes de protéinurie, là aussi, il y avait une réduction significative de la protéinurie en fait rapport ADI sur créatinine. Et quand on regardait les données selon le taux initial de protéinurie, il montrait que les patients qui avaient une faible protéinurie de départ
là, il n'y avait pas de réduction significative de la protéinurie, mais bien chez les patients qui avaient une protéinurie supérieure à 300 mg par gramme de créatinine à la base. On se demandait aussi si les inhibiteurs de SGLT2 allaient interférer avec le traitement immunosuppresseur. Mais en tout cas, là, à 6 mois, il n'y avait pas eu de modification significative des doses d'immunosuppresseurs. Par contre, ils observaient que ça avait permis de réduire de façon significative les doses d'insuline lente et rapide. Et même si on observait une diminution de la tension artérielle systolique, il n'y avait pas de modification significative du traitement antihypertenseur, mais on voit une tendance à la réduction des diurétiques. Dans les effets secondaires les plus fréquents, c'était les infections urinaires chez 48 patients, aussi noté 6 dégradations de la fonction rénale. Et il y a eu 3 pertes du greffon, dont une vraiment due aux inhibiteurs de SGLT2 par une pyélonéphritite fongique, et 6 décès, mais pas dû aux inhibiteurs de SGLT2. Et quand ils analysaient plus précisément les infections urinaires, ils ont montré qu'en 6 mois avant l'introduction des inhibiteurs de SGLT2, l'incidence des infections urinaires était de 13% et de 10% après l'instauration des inhibiteurs de SGLT2. Donc, il n'y avait pas de différence significative du taux d'incidence d'infection urinaire après les inhibiteurs de SGLT2. Par contre, les patients qui avaient déjà tendance à faire des infections urinaires, ils avaient un risque augmenté de faire des infections urinaires après l'instauration du traitement. Et donc, les messages qu'on peut retenir de cette étude, c'est que chez les patients avec un diabète de type 2 ou un diabète post-greffe, chez qui on a instauré un inhibiteur de la SGLT2, ça permet une réduction du poids, un meilleur contrôle tensitionnel, un meilleur contrôle glycémique qui permet une réduction des doses d'insuline. Il y a à 6 mois un déclin de la GFR, mais 2000 litres par minute, est-ce que c'est significatif? Une réduction de la protéinurie, une réduction du taux d'acide urique, une réduction du taux de cholestérol et une augmentation du magnésium. Il n'y a pas eu de modification significative des doses d'immunosuppresseurs, peu d'effets secondaires globalement, une perte de greffon, et les effets secondaires les plus fréquents, c'est les infections urinaires, mais c'est un taux similaire à celui avant l'instauration du traitement. Et les infections urinaires sont plus fréquentes chez les patients qui ont des antécédents d'infections urinaires. Et donc, il conclut en disant qu'il recommande les inhibiteurs de SGLT2 chez les patients diabétiques greffés avec une fonction rénale stable, mais il faut particulièrement attendre chez ceux qui ont des antécédents d'infections urinaires. Et évidemment, les études complémentaires seront nécessaires pour évaluer les outcomes à plus long terme au niveau cardiaque et rénal. Le deuxième sujet que je voulais rapidement vous présenter, c'est une étude qui nous a été présentée sur l'impact de la supplémentation alcaline sur la GFR chez les patients greffés. Donc, comme vous le savez, l'acidose métabolique est fréquente chez les patients greffés. Chez les patients avec des reins natifs, on a montré que la supplémentation de bicarbonate permettait de préserver la GFR, mais en transplantation, il n'y a actuellement que des études rétrospectives. Et là, ils nous ont présenté une étude qui peut aussi être publiée, qui a été réalisée en Suisse, une étude prospective, contrôlée, randomisée, où ils ont inclus 242 patients chez qui ils ont administré du sodium de bicarbonate, où c'était un placebo. C'était des patients avec une acidose métabolique, avec une GFR stable au cours des 6 derniers mois. Et ils les ont suivis pendant 2 ans avec une analyse de l'attention traitée. Et l'endpoint primaire, c'était d'évaluer la pente de GFR après 2 ans. Et là, en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que chez les patients greffés, il n'y avait pas de différence significative dans les 2 groupes après 2 ans en termes de pente de GFR. Ils ont aussi fait du coup des analyses au niveau de la GFR moyenne, mais il n'y avait pas non plus de différence significative. Ils se sont dit, bon, est-ce que les patients ont bien pris leur gélule de bicarbonate? Mais il n'y avait pas les patients qui prenaient le traitement avaient évidemment un taux significativement plus élevé de bicarbonate au sang. Et donc, ils concluaient que chez les adultes greffés rénaux, il y a la correction de l'acidose métabolique par un traitement bicarbonate pendant 2 ans n'impactait pas la GFR, mais qu'il restait encore à déterminer si ça pouvait avoir un effet chez les patients qui ont un déclin rapide de la GFR.
Ils ont aussi dit qu'ils allaient utiliser leurs données pour évaluer l'impact au niveau du métabolisme osseux. Et enfin, le dernier sujet que je voulais vous présenter, c'est la gestion du CMV après la transplantation rénale. C'est une présentation qui nous a été présentée par le docteur Hélène Anders. C'est vrai qu'on a un peu oublié le CMV avec le Covid, pourtant c'est une des infections virales les plus fréquentes en post-greffe. Et actuellement, on évalue le risque des patients en fonction de la sérologie du receveur de donneur pour évaluer quels sont les plus à risque. Les plus à risque, donc, c'est les patients qui ont un donneur positif et un receveur négatif. Les risques intermédiaires, c'est les receveurs positifs qui ont un risque de réactiver ce virus ou ceux qui reçoivent un lourd traitement immunosuppresseur. Et maintenant, on a deux stratégies en post-greffe pour prévenir le CMV. Soit on fait une prophylaxie où on donne d'office du valganciclovir pendant 3 à 6 mois, soit on fait une attitude préemptive où on va chaque semaine faire des PCR CMV et au-delà d'un certain seuil instaurer un traitement. Mais c'est une meilleure stratégie. En tout cas, les revues systématiques de la Cochrane en 2013 montraient qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux stratégies préemptives et prophylactiques, mais qu'il y avait quand même moins de leucopénie chez les patients chez qui on faisait une attitude préemptive. Et les guidelines de 2018 disaient que pour les patients qui sont D plus R- ou les patients R+, on peut donner, peu importe, une prophylaxie ou faire une stratégie préemptive. Par contre, ils conseillent plutôt de faire une attitude par prophylaxie chez les patients qui reçoivent vraiment un lourd traitement immunosuppresseur. Maintenant, il y a évidemment des avantages et des inconvénients à ces deux stratégies. Pour la prophylaxie, c'est vrai que c'est facile à organiser, tout le monde a le traitement, il n'y a pas trop de monitoring, mais on expose quand même ces patients après la prophylaxie à des maladies, à des réactivations plus tardives. On expose aussi les patients aux effets secondaires valganciclovir, ce sont donc des leucopénies qui nécessitent parfois alors de réduire les autres traitements immunosuppresseurs et des médicaments qui sont fort coûteux. Alors que dans l'attitude préemptive, là, on limite les médicaments à ceux qui en ont vraiment besoin et il y a moins de coûts des médicaments. Par contre, c'est vraiment compliqué au niveau logistique d'organiser les PCR et du coup, on a les coûts du monitoring. Alors, ils nous avaient juste montré, eux, leur stratégie à Anvers. Donc, chaque centre a un peu ses stratégies. Je vous ai juste mis ce que nous avons à Liège. Mais donc, à Anvers, les patients qui sont D plus R-, ils font une prophylaxie pendant 200 jours et ils observaient 50% de neutropénie qui nécessitait du coup de réduire chez un tiers des patients d'arrêter le valganciclovir ou le mycophenolate mofetil. Et chez les patients qui sont receveurs positifs, là, ils font une attitude préemptive et ils n'avaient pas trop de soucis logistique pour organiser ça. Nous, on fait juste différemment au niveau des receveurs positifs. Chez les D+R+, on fait d'office une prophylaxie et on n'a pas tendance à faire de suivi chez les donneurs négatifs et receveurs positifs. Sauf si, évidemment, il y a un lourd traitement immunosuppresseur. Et donc là où je voulais en venir, c'est qu'il y a peut-être des nouvelles choses qui vont arriver prochainement, et c'est le monitoring humain. Donc, ils sont en train de développer des tests qui permettent d'évaluer la réponse immunitaire cellulaire spécifique du CMV, avec des tests qu'on connaît déjà, mais comme le quantiféron ou les e-spots. Et si on a un test négatif, ça voudrait dire qu'on n'a en fait pas d'immunité cellulaire T suffisante pour lutter contre le CMV. Et alors que si on avait un test positif, on serait plutôt protégé. Et il y a déjà pas mal d'études prospectives, observationnelles, qui ont étudié l'intérêt de ces tests déjà avant la greffe. Par exemple, les patients qui ont les receveurs qui ont une sérologie positive, mais par exemple qui auraient un test humain négatif,
fait, ça voudrait dire que oui, ils ont une sérologie positive, mais en fait, ils ont perdu leur réponse mémoire. Et donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les considérer comme des receveurs négatifs plutôt que des receveurs positifs? Ça, c'est des questions qui se posent. Et en prophylaxie, ici, ils ont publié une étude récemment, une étude interventionnelle chez des patients qui étaient receveurs positifs et qui étaient traités par l'ATG. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont randomisé 150 patients, soit ils donnaient une prophylaxie fixe pendant 3 mois, soit c'était une prophylaxie qui était guidée par ce monitoring humain. Et en fait, une fois que le patient développait son immunité cellulaire T, il stoppait alors le vagenciclovir. Et donc, l'intérêt, c'est qu'ils ont permis chez 59% des patients d'arrêter le vagenciclovir à 2 mois plutôt que 80 mois en moyenne. Et ça sans qu'il y ait de risque augmenté d'infection de maladies ACMT. Et surtout, ça permettait moins de neutropénie. Et donc, ce monitoring en prophylaxie, ça permettrait de raccourcir la durée de la prophylaxie au plus proche en fait, réel du patient. Ça pourrait aussi être un intérêt pour ceux qui, à 6 mois, n'ont pas encore développé d'immunité, de la prolonger, en fait, peut-être aussi au-delà de 6 mois. Merci beaucoup. Merci, ce sera très court. Merci beaucoup pour la très belle présentation.